What is your emergency? Yes, I think my daughter just killed herself. Why do you say that? She's really rebellious. La petite Anna a vu un jour son plus grand rêve se réaliser. Orpheline, elle a été adoptée alors qu'elle n'avait que 10 ans par un couple d'Américains qui a eu la gentillesse de ne pas la séparer de son petit frère âgé de 7 ans. La pauvre enfant débarque aux États-Unis avec la teigne, des poux, l'hépatite B, mais son arrivée sonne le début d'une vie meilleure, sauf que la réalité sera infiniment plus cruelle car elle mourra à peine 3 ans plus tard. Elle sera retrouvée face contre terre, dans la boue, elle est morte de froid. Mais alors, comment un enfant peut-il mourir de froid dans l'Amérique moderne? Découvrez aujourd'hui la sordide histoire d'Anna Grace Rose Williams. Salut, moi c'est Lilia. Et moi Lila. Et nous sommes les You Cream Sisters. Et on tient à remercier chaleureusement le sponsor du jour qui est Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles. Elles vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, toutes vos informations personnelles telles que vos données bancaires, encore vos photos, vont être protégées sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 1000 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et ainsi naviguer de manière privée et sécurisée. Et comme ça, vous avez accès à plein de contenus auxquels on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des films et des documentaires true crime sur le Netflix US. Mais ça marche aussi pour Amazon Prime. En plus, grâce à Surfshark, je peux faire mon shopping en ligne en toute sécurité. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de promotions et aussi il y en aura pas mal en décembre. Grâce à Surfshark, je sais que je peux commander sur internet tranquillement car Surfshark me protège des pubs, des logiciels malveillants et du vol de mes données bancaires. Et comme j'utilise souvent le Wi-Fi public, on est d'accord que le Wi-Fi public c'est super pratique, mais par contre c'est absolument pas sécurisé. Or, grâce à Surfshark, quand je vais utiliser le Wi-Fi public, eh bien toutes mes données seront également protégées. Je n'ai aucun risque qu'on me pirate ma carte bancaire ou qu'on me vole, encore et toujours, mes informations personnelles. Mais l'un des plus grands avantages de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. En effet, Surfshark permet d'éviter les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte lorsqu'on utilise des comparateurs de voyage. Donc, grâce à Surfshark, je peux prendre mon temps pour planifier mes week-ends ou mes vacances et en plus de ça, j'ai vraiment la garantie de trouver des hôtels, des vols, des billets de train au meilleur prix. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que les prix qui explosent à chaque fois qu'on se reconnecte. Et le plus important, c'est que pour 1,84€ seulement, Surfshark a plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Et en plus de cela, vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez et aussi en même temps. On vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCream, bonne nouvelle, spécialement pour le Black Friday, Surfshark offrira une remise de 85% ainsi que 3 mois offerts et c'est valable du 1er novembre jusqu'à fin décembre 2022. Donc si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-ci car pour le prix, il est vraiment imbattable. Et vous avez même une garantie d'essai de 30 jours. Donc vous l'essayez et soit vous êtes satisfait, soit vous êtes remboursé. Donc n'hésitez pas à le tester, vous ne le regretterez pas. Quant à nous, on vous laisse avec la vidéo. La belle Anna a vu le jour en Éthiopie, et le moins que l'on puisse dire, c'est que, bien que toute jeune, elle n'a pas eu une vie facile, puisqu'elle s'est retrouvée, avec son petit frère, orpheline. Les conditions de vie à l'orphelinat sont épouvantables, les petits n'ont qu'un seul espoir, être un jour adoptés, et ce jour finira par arriver. Alors qu'elle est âgée de 10 ans et son petit frère 7 ans, ils ont la chance inouïe d'être adoptés par une famille américaine, Carrie et Larry Williams, une famille très pieuse. La mère est femme au foyer, quant au père, il est mécanicien de chantier. Touchés par leur situation et désireux de ne pas les séparer, alors qu'ils avaient initialement prévu de n'adopter que le petit garçon, le petit Emmanuel, ils ont décidé d'adopter également sa sœur par l'intermédiaire d'un organisme, l'Adoption Advocates International, en sachant que le couple est déjà parent d'une fratrie de 7 enfants, tous des enfants biologiques. Mais s'il y a de la place
et de l'amour pour 7, se disent les parents, il peut bien y en avoir pour 9. L'adoption s'est faite à distance, jamais les Williams n'ont mis les pieds en Éthiopie, ni même vu les enfants en vrai, puisque c'est au travers de vidéos qu'on leur a présenté les enfants, en sachant qu'à la base ils avaient reçu une vidéo du petit Emmanuel, et que dans le fond, il y avait sa sœur Anna qui était en train de pleurer. C'est à ce moment qu'ils ont décidé d'adopter à la fois le frère et la sœur. Et bientôt, l'heure est venue pour Anna et son petit frère de s'envoler pour les États-Unis. La petite Anna, pour ne parler que d'elle, est dans un triste état. Elle a la teigne, elle a des parasites, elle a une hépatite B et l'état de son petit frère n'est guère mieux. Mais c'est bientôt la fin de tout leur malheur. Bientôt, ils seront soignés, chéris. C'est l'espoir d'une vie meilleure qui les attend. Les enfants débarquent à Washington, direction Cedro, Wallet, où les attend leur nouvelle famille. Et tous habitent une grande maison située sur un immense terrain, et alors qu'on pensait cette histoire terminée, avec une fin heureuse, eh bien c'est tout le contraire qui va se passer. Dans la nuit du 11 mai 2011, soit 3 ans seulement après l'arrivée des enfants sur le sol américain, on signale aux autorités qu'une fillette a été retrouvée sans vie. Les policiers se déplacent à l'adresse indiquée qui n'est autre que la maison des Williams. On les conduit à l'arrière et effectivement, sur le sol froid de la cour, il y a le cadavre d'une enfant. Et c'est celui d'Anna, alors âgée de 13 ans. Elle a les cheveux grossièrement rasés, elle est couverte d'un drap blanc et ne porte aucun vêtement, elle a le visage face contre terre et de la boue sur le visage et dans la bouche. Quant à son corps, il fait froid dans le dos. La pauvre n'a que la peau sur les os, le médecin légiste dira, on pouvait deviner chacun des os qui composent sa cage thoracique. Alors forcément, pendant que le pauvre petit corps supplicié est amené à l'hôpital pour être autopsié, les enquêteurs se tournent vers les parents. Quelle explication ont-ils à donner à ce tragique spectacle? Carrie, la maman, explique alors que c'est là un accident, qu'Anna, leur enfant adoptive, est du genre rebelle et qu'elle refusait de rentrer et qu'elle s'est sans doute suicidée. Mais bien sûr, se disent les enquêteurs, ils ne croient pas à la thèse du suicide et vont même dans la foulée contacter les services de protection à l'enfance. Après tout, que faisait une fillette dehors la nuit et nue qui plus est? Et pour des raisons que je ne saurais vous expliquer, le couple n'est pas incarcéré immédiatement. Quant aux policiers, ils attendent le rapport du médecin légiste pour en savoir plus. Le médecin légiste indique que la fillette est famélique. Selon lui, cette pauvre enfant ne mangeait pas à sa faim. Il parle même d'une longue période de famine. Elle ne pesait que 35 kilos. On découvrira qu'elle était plus mince encore que lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Et exposée nue dehors au froid, eh bien elle est tout simplement morte d'hypothermie. Son corps était trop faible pour retenir correctement la chaleur. C'est donc là une mort naturelle, mais il ne fait aucun doute, pour autant selon le médecin, que cet enfant a été maltraité et qu'elle est morte consécutivement à ces maltraitances. Sans compter qu'elle a tout un tas d'ecchymoses partout sur le corps, des lacérations à l'arrière des genoux et une énorme bosse à la tête. Selon le légiste, on est en présence d'une enfant martyre. Dans le quartier, la nouvelle de la mort d'Anna se répand comme une traînée de poudre. C'est la stupeur et forcément les voisins sont perplexes. Alors même qu'ils ne savent rien des détails de l'autopsie, un détail les perturbe quand même. Comment donc un enfant peut-il mourir de froid aux États-Unis au XXIe siècle? Ça n'a pas de sens. Alors les regards se tournent vers les parents. Parents qui nient toute implication et qui expliquent que c'était là la faute d'Anna et que dans le fond, c'était un accident. Mais personne n'y croit. Les voisins se demandent même pourquoi les parents ne sont pas encore en prison, pourquoi aucune enquête n'est diligentée. Alors ils vont faire front pour dénoncer ce qu'ils considèrent être un meurtre. L'affaire va prendre de l'ampleur, des associations vont se mobiliser, notamment l'association mutuelle de la communauté éthiopienne, au travers de son président, Mulumebe Reta, qui martèlera « Nous voulons juste la vérité ». Et les autorités n'auront d'autre choix que d'ouvrir une enquête pour homicide. C'est tout de même le mois suivant la mort d'Anna. Nous sommes alors en août 2011. Une enquête sérieuse commence alors et forcément les premiers qui vont être interrogés sont les membres de la famille, à commencer par les parents. Et leur attitude a complètement changé depuis la mort d'Anna. Désormais,
ils se braquent et ils sont peu coopératifs. Et la mère Carrie va répéter l'histoire qu'elle avait déjà servie aux premiers enquêteurs. Elle explique qu'Anna était rentrée dans une colère noire et qu'elle se serait mise d'elle-même toute nue et qu'elle serait sortie d'elle-même dans le jardin à l'arrière de la maison. Elle explique que si l'arrière de ses jambes et donc surtout de ses genoux étaient lacérés, c'est parce qu'elle s'était mise compulsivement à se les gratter. Quant à la bosse, c'est parce qu'elle se serait, je cite, elle-même frappé la tête contre un mur. Carrie explique qu'elle n'a rien pu faire, qu'Anna refusait de rentrer le jour du drame, et après quelques heures, elle avait même envoyé 3 de ses fils dehors pour à la fois corriger Anna et la faire rentrer. Et c'est à ce moment qu'ils auraient découvert le corps sans vie d'Anna, sur lequel la mère de famille a posé un drap, en disant, puisqu'elle était nue, la modestie est importante dans notre famille. Et donc, selon Carrie, Anna s'est suicidée involontairement et elle n'a rien pu faire. Voilà, fin de l'histoire. Quant au père adoptif, si lui aussi on peut l'appeler ainsi, il explique qu'il était au travail au moment des faits, il est employé chez Boeing et que donc il n'était au courant de rien, l'éducation des enfants étant gérée par sa femme. Puis c'est au tour des enfants de témoigner, mais voilà, ils ont été briefés par les parents, qui leur a intimé l'ordre de ne rien dire aux enquêteurs. Mais un proche, donc ce que vont faire les enfants dans un premier temps, mais un proche va tout de même se manifester auprès des enquêteurs. Il leur explique que la mère de famille lui avait offert un livre très particulier qui pourrait sans doute les aider dans leur enquête. Ce livre s'appelle « Éduquer un enfant ». Il a été écrit par Michael Pearl, un prédicateur fondamentaliste qui encourage les parents à discipliner leurs enfants avec des méthodes extrêmes. Comme par exemple, frapper de préférence les enfants avec un tuyau, leur donner des bains d'eau gelés pour leur apprendre à devenir propres, les priver de nourriture pour les punir, et enfin, de ne pas hésiter à les enfermer dehors par temps froid. C'est là, selon ce prédicateur, la garantie d'avoir des enfants dociles, et donc, pour bien les éduquer, il faut les maltraiter. En somme, c'est par la peur et la douleur qu'on doit éduquer ses enfants. Et forcément, ce que découvrent les enquêteurs dans ce livre leur fait penser à Anna. Elle était dehors, en état de malnutrition, et présentait des traces de coups. Il ne fait aucun doute pour eux que les Williams ont probablement utilisé ce livre pour l'éducation d'Anna. Et s'il y en a un qui doit bien connaître son calvaire, se disent les enquêteurs, c'est son petit frère, Emmanuel. Et si dans un premier temps, il s'est tu sous la pression des parents adoptifs, depuis qu'il a été placé avec le reste de la fratrie en foyer, des foyers séparés, le temps de l'enquête, eh bien il a moins peur et il se met à parler. Il explique qu'il y avait une différence de traitement entre Anna et lui et le reste de la fratrie. Alors que eux étaient battus avec des objets, les enfants biologiques, eux, étaient fessés à la main. Il indique que sa sœur et lui étaient très durement corrigés à la moindre occasion, en sachant que l'outil de prédilection des parents était le tuyau d'arrosage, l'objet de torture le plus redouté par les enfants, car c'était de loin celui qui leur faisait le plus mal, mais c'était loin d'être le seul. Il y avait des ceintures, des cuillères en bois, des tiges de plomberie, des bâtons, tout était bon à prendre pour les punir. Donc le petit Emmanuel explique qu'ils étaient constamment privés de nourriture et frappés. Tout, d'ailleurs, devenait prétexte à les priver de repas, au point où Anna, dans l'année qui a précédé sa mort, avait perdu 14 kilos. Comme je vous le disais, elle faisait le même poids à 10 ans à son arrivée qu'à 13 ans. Ils étaient aussi enfermés régulièrement dans un placard sombre, avec poussé à fond la Bible sur cassette et des chansons chrétiennes. Mais comme ça ne suffisait pas selon les parents, ils ont forcé Anna à régulièrement dormir non plus dans ce placard, mais dans une grange, qui n'était absolument pas réchauffée, comme un animal. Et pour se doucher, elle avait un petit tuyau d'arrosage à l'extérieur. Elle était ainsi obligée de prendre toutes ses douches, glacées, dehors et à la vue de tous. Elle avait même été forcée de s'asseoir seule dehors pendant que le reste de la famille célébrait Noël au chaud à l'intérieur. Donc voilà ce qu'était la vie d'Anna. Et lorsque des invités venaient, Anna était autorisée à s'asseoir à table, mais elle n'était nourrie que de pain. Et elle devait donc regarder les autres manger pendant qu'elle mangeait des croûtons de pain. Je vais d'ailleurs vous lire la phrase exacte du rapport d'autopsie concernant l'implication de sa malnutrition dans sa mort. Selon le médecin, l'hypothermie était, je cite, le point culminant d'une famine chronique causée par une restriction alimentaire
intentionnel, de négligence grave, d'abus physiques et émotionnels qui constituaient une mise en danger flagrante. Et la pauvre Anna n'avait même pas un peu de répit, puisqu'elle a toujours été scolarisée à la maison. Elle n'a rien connu d'autre que la maison et l'église. Voilà pourquoi ce couple infernal a adopté des enfants, pour les enfermer entre 4 murs dans un autre continent. Et les frères et sœurs adoptifs d'Anna, âgés de 7 à 17 ans, vont confirmer les dires du petit Emmanuel. Oui, il a raison, leurs parents étaient maltraitants, surtout avec eux, et certains enfants de la fratrie ont même vu Anna mourir sous leurs yeux. Ils étaient alors dans leur chambre et regardaient Anna par la fenêtre. Et donc voilà comment s'est déroulé l'après-midi et la soirée du drame. Anna a été envoyée dans le jardin et au début elle était habillée. Enfin, elle avait un pauvre t-shirt trop grand et un jogging coupé au niveau des genoux. Et le tout alors qu'il faisait froid dehors. Elle venait d'être punie, donc on ne sait pourquoi, probablement pour pas grand-chose, et avait été obligée de rester plusieurs heures dehors alors que la nuit tombait. La pauvre pleurait, elle marchait, elle avait l'air de tourner en rond, puis au bout de plusieurs heures, elle a commencé à chanceler. Elle avait du mal à tenir debout au point de tomber à plusieurs reprises, se cognant la tête sur le sol. C'est d'ailleurs de là que vient l'énorme bosse dont parlait le légiste. Carrie, entre-temps, est arrivée, elle a accompagné Anna à la grange, et elle a rapidement constaté qu'Anna tenait à peine debout. Elle était incapable de mettre un pied devant l'autre. Alors Carrie, plutôt que de l'aider, est tout simplement retournée au chaud à la maison, car elle a pensé que c'était là une tentative désespérée d'Anna d'attirer l'attention. Donc, de faire son intéressante. Elle a donc laissé Anna dehors à son propre sort, Anna qui tombait, puis se relevait, lorsqu'à un moment, encore quelques heures plus tard, Carrie s'est enfin décidée à appeler Anna, l'exhortant de rentrer à la maison. C'est bon, elle a eu son compte. Mais la pauvre Anna est en réalité déjà en train de mourir. Elle n'entend plus rien, elle est complètement désorientée, elle se met à se débattre, elle se griffe jusqu'au sang, c'est pour ça qu'elle a eu des lacérations au niveau de l'arrière des genoux. Et tout ça, c'est assez normal, c'est parce que son corps peine à retenir la chaleur. Alors elle se gratte. Carrie envoie alors 2 de ses fils la frapper avec une rallonge, elle leur donne au passage des vêtements secs pour qu'ils les lui donnent, mais les 2 n'auront le temps de rien car entre-temps, Anna a commencé à arracher ses vêtements avant de tomber définitivement face contre terre pour ne plus jamais se relever. Elle luttera une toute dernière fois alors qu'elle est par terre, ingurgitant au passage de la boue. Voilà comment est morte Anna. Et le fait d'arracher ses vêtements, alors qu'on est en situation d'hypothermie, est tout à fait normal. C'est un mécanisme appelé le déshabillage paradoxal. En cas d'hypothermie, pour limiter la perte de chaleur au niveau des extrémités, à savoir les mains et les pieds, et ainsi continuer à assurer l'irrigation des organes vitaux, que sont le cœur, le cerveau, les poumons, eh bien il va y avoir un phénomène qui va se produire. C'est ce que l'on appelle une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins diminue en diamètre, puis c'est le rythme cardiaque qui ralentit, les muscles et les vaisseaux sanguins se relâchent et l'afflux sanguin aux extrémités et à la surface du corps amène l'individu qui est déjà confus à croire qu'il a chaud, alors même que c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'il se déshabille. C'était exactement ce qui s'était passé concernant les disparus du col Dyatlov. Des chaussettes, pulls avaient été retrouvés éparpillés un peu partout, et certains corps avaient été retrouvés à moitié nus. C'était justement à cause de ce phénomène de déshabillage paradoxal, quand juste avant de mourir de froid, vous pensez que vous avez chaud. Et selon Emmanuel, tous ceux qui étaient présents à la maison ce jour-là ont assisté à la mort lente et douloureuse d'Anna, puisqu'ils étaient encore une fois présents aux fenêtres et qu'ils n'hésitaient pas à se moquer d'elle. Ils n'étaient pas touchés une seule seconde par sa souffrance. Et c'est justement l'une des filles biologiques qui a alerté la maman de l'état d'Anna quand elle ne l'a plus vue bouger. Carrie, comme je vous le disais, avait envoyé ses fils avant d'elle-même se précipiter dehors, et la première chose qui l'a choquée, ce n'était pas de retrouver l'enfant inanimé au sol, mais qu'elle soit nue. Alors sans même lui porter secours, elle est retournée sur ses pas pour chercher un drap, et l'a ensuite couvert avec. Ensuite, elle n'a pas appelé les secours, non, elle a tout d'abord appelé son mari, au travail, pour qu'il rentre d'urgence. Et enfin seulement elle a composé le 911 en disant à l'opératrice, je cite, « Je pense que ma fille vient de se suicider, elle est vraiment rebelle. » Voilà ce qu'il s'est passé.
Cette femme sans cœur l'a envoyée dehors dans le froid, alors qu'elle n'était pas correctement vêtue. Elle l'a laissée là toute l'après-midi, puis toute la soirée, lui intimant l'ordre, puisqu'elle n'est pas si folle. Elle savait qu'il faisait trop froid, alors elle avait intimé l'ordre à Anna de faire des jumping jacks pour se réchauffer. Voilà, faire du sport pour se réchauffer. Lors de l'appel aux urgences, le but était de tenter de réanimer Anna, du moins pour l'opératrice. Alors l'opératrice du 911 avait indiqué la marche à suivre à Carrie pour qu'elle puisse faire du bouche à Anna, et Carrie en était dégoûtée. Sans une once d'émotion, elle s'est plaint à l'opératrice qu'Anna avait de la boue dans la bouche. Elle a aussi expliqué que ses yeux étaient dilatés, comme si la petite était, je cite, dans une pièce sombre. Puis enfin, l'opératrice l'a entendu se plaindre de la nudité de l'enfant, en disant qu'Anna a été passive-agressive et qu'elle a causé tellement de stress. Donc, au lieu de porter ses lèvres à celles d'Anna pour tenter une réanimation, elle a le temps de faire tous ses commentaires. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait tenté de la réanimer, j'ai pas vu cette information. Donc elle a le temps de se plaindre de la nudité de la petite, de son caractère, plutôt que de lui venir en aide. Et donc, elle arrive encore à pleurer sur son sort, alors même qu'elle est directement responsable de la mort d'Anna. La pauvre enfant a été déclarée morte à l'hôpital. Le lendemain, lorsque les services sociaux ont été mis au courant du drame, ils se sont rendus chez les Williams avec une équipe de police pour s'assurer du bien-être des autres enfants, et Larry, le père, avait tout simplement refusé de leur ouvrir la porte. La police de son côté a observé les agissements de la famille les jours qui ont suivi la mort de la fillette, et selon les agents, la famille se comportait comme si rien ne s'était passé, comme si la mort d'Anna était un événement banal. Et c'est seulement 12 jours plus tard que les enfants ont été interrogés pour la première fois, en la présence des parents. Et selon les enquêteurs, les réponses des enfants étaient comme préparées. Tous répétaient alors qu'Anna était rebelle, que Carrie s'est toujours bien occupée d'elle, et l'une des enfants dira même qu'elle pensait qu'Anna était possédée par des démons. Et même le pauvre petit Emmanuel est allé dans ce sens-là. Il a dit « Des gens comme Anna ont reçu des fessées pour avoir menti et sont allés dans les feux de l'enfer. » Et en réalité, Emmanuel n'a fait que réciter la leçon que lui avaient appris les adultes, avant que Larry, le père, ne mette brusquement fin à l'interrogatoire. Entre-temps, l'affaire gagne en popularité, les médias locaux s'emparent de cette folle affaire, et c'est bientôt le New York Times qui va traiter cette affaire au détour d'un article retentissant sur le sort de la pauvre enfant et plus généralement des enfants adoptés qui sont par la suite négligés et maltraités. 2 mois et demi plus tard, alors que l'enquête traîne en longueur, c'est un renseignement anonyme qui arrive cette fois au poste de police, et selon cette information, Carrie n'aime pas ses enfants. Et plus inquiétant encore, selon cette source anonyme, Emmanuel commencerait à être traité comme Anna. Et c'est dans la foulée de ce témoignage anonyme qu'enfin les enfants ont été placés, et mi-septembre, les enquêteurs rendent enfin leur conclusion. Larry et Carrie sont alors arrêtés et accusés d'avoir tué Anna, et leur caution s'élève à plus de 500 000 $. Ils vont donc devoir répondre de leurs actes devant un tribunal. Et les enfants ont interdiction d'entrer en contact avec leurs parents pour ne pas influer sur l'enquête, et les époux aussi n'ont pas le droit d'entrer en contact, pour les mêmes raisons. Le couple sera d'ailleurs représenté par des avocats différents, ils finiront par se faire la guerre. Ils sont alors accusés d'homicide sur une personne mineure de moins de 16 ans, et s'en prendre à une personne de moins de 16 ans est un facteur aggravant. En d'autres termes, la peine encourue est plus lourde. Alors, comble du glauque, les Williams vont réfuter l'âge d'Anna, soutenant qu'elle était plus âgée que sur ses papiers officiels. Selon eux, elle a 3 ans de plus. Donc, selon eux, elle serait morte, comme par hasard, à l'âge de 16 ans. Est-ce que vous sentez la douille arriver, les amis? Ils espèrent ainsi que l'affaire sera recaractérisée et que les peines encourues seront revues à la baisse. Et cela n'a pas été sans conséquence pour Anna. Ces suspicions ont entraîné l'exhumation de son corps à des fins de vérification. Et après vérification, Anna est bien suspectée d'avoir 13 ans et non 16. Et donc, c'est là une profanation pour nombre d'Américains, comme si la pauvre Anna était abusée une toute dernière fois, et ce, même dans la mort. Et Carrie sera surnommée par les médias la femme la plus détestée du comté de Skagit.
On apprendra que Larry était lui-même l'enfant de 2 missionnaires religieux alors installés en Jamaïque, donc il a tout simplement reproduit le schéma de ses parents. On apprend aussi qu'alors qu'il était en prison, il avait envoyé à ses enfants des textes religieux que les autorités suspectaient cachaient en réalité des messages codés, et donc ces textes ont en toute logique été interceptés. Le mode de vie de la famille sera également étudié, c'est une famille pieuse, certes, mais aussi et surtout fondamentaliste, rigoriste. Ils vivaient dans une vaste propriété isolée, dans une communauté fermée, où ils ne se mélangeaient qu'à une poignée de familles. Ils avaient interdit aux enfants la télévision, Internet. Avec le temps, les parents étaient devenus de plus en plus obsessionnels. Carrie avait par exemple arrêté de porter des pantalons pour ne plus porter que des jupes longues. Elle pensait également que les femmes ne devaient pas avoir le droit de vote, ne devaient pas avoir le droit de se mettre en maillot de bain, etc., etc. Puis la pièce à conviction la plus importante a fait son apparition lors du procès, c'est le fameux livre « To Train Up a Child » sur l'éducation des enfants. La fessée y est recommandée dès les premiers mois de l'enfant, et d'ailleurs, sachez que ce même livre sera impliqué dans les morts de 2 autres enfants adoptés, un garçon américain en Caroline du Nord, ainsi qu'une fillette libérienne en Californie. Et d'ailleurs, le procureur a qualifié ce livre de diabolique. Et la liste des abus est longue. Il apparaît qu'Anna était punie toujours plus durement, enfermée dans la grange la nuit, dans une salle de bain sombre, dans un placard également, c'est là qu'elle y passait le plus clair de son temps, et notamment les 6 derniers mois de sa vie. Imaginez, vous vivez dans un placard de seulement 1,20 m sur 60 cm, sans lumière, avec des chansons religieuses lancées à tue-tête. J'ai cru que c'était un épisode d'American Horror Story, cette histoire. Selon Carrie, Anna a passé dans ce placard un maximum de 10 heures, or on pense que l'enfant passait jusqu'à 24 heures d'affilée dans ce minuscule espace, sans manger, ni boire, ni pouvoir faire ses besoins. Puis lorsque le couple a accusé la jeune Anna d'avoir badigeonné la porte de la salle de bain de son sang menstruel, souillé, je cite, par une hépatite, c'est là qu'ils auraient décidé qu'elle n'aurait plus aucun accès à la salle de bain. Et qu'elle devra se laver dehors avec un tuyau d'arrosage, peu importe le temps qu'il fait, et qu'elle fera ses besoins dans un seau. Et d'ailleurs, ça a énormément contrarié Carrie quand Anna s'est mise à avoir ses règles. Elle a eu ses règles peu de temps après son arrivée aux États-Unis, et Carrie a dit, je cite, « Je m'attendais à adopter une petite fille, pas une femme à moitié adulte. » Donc déjà qu'on voit la haine de Carrie par rapport aux femmes, alors imaginez une adolescente qui a ses règles. Mon Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y en a encore et toujours des abus. Pour punir Anna si elle se plaignait des vêtements que sa mère adoptive choisissait pour elle, elle devait rester pieds nus et en serviette toute la journée. Et comme Anna aimait beaucoup sa chevelure longue et tressée, eh bien Carrie la lui a coupée. Elle lui a coupé les cheveux 3 fois au total. C'est 3 fois qu'elle a rasé cette pauvre enfant. L'une des fois, pour vous donner un exemple, c'est parce que Anna avait eu le malheur de tondre la pelouse de manière un peu trop courte. Anna et Emmanuel n'étaient pas non plus nourris comme le reste de la fratrie, ça vous l'aurez compris, ils n'avaient pas le droit de manger à table avec les autres, ils devaient manger le plus souvent dehors, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, ils mangeaient les restes froids de la famille, parfois garnis de légumes surgelés, c'était parfois un simple frugal sandwich qu'on leur donnait, que Carrie trempait dans de l'eau pour les rendre dégueulasses avant de les donner aux enfants. Le passage où elle trempe le sandwich dans du liquide pour qu'il soit dégueulasse et qu'elle puisse les donner aux enfants en dit long sur l'état mental de cette dame. Les enfants étaient aussi exclus de toutes les fêtes, Noël, anniversaire, etc. Ils n'avaient pas le droit d'y assister. Soit ils étaient enfermés quelque part à l'intérieur, soit ils étaient enfermés dehors. Mais hors de question qu'ils soient là à fêter certains événements avec la famille. Et si les punitions pour le reste de la fratrie étaient donc des fessées, pour Anna et Emmanuel, c'était l'utilisation de toute forme d'objet. Et Carrie gardait une longue tige en plastique, toujours sur elle, dans son soutien-gorge, pour pouvoir être réactif lorsqu'elle corrigeait les 2 pauvres enfants adoptés. Ils pouvaient être punis pour avoir volé à manger, ou s'ils s'étaient trompés dans leurs devoirs. Et les petits n'avaient jamais le droit à l'erreur. Ils étaient littéralement persécutés par les parents, et, il faut le dire, par la plupart des enfants biologiques qui prenaient exemple sur les parents. Et d'ailleurs, les enfants biologiques ont expliqué que, je cite, « Tout le monde détestait Anna. On leur a appris à détester Anna. Et que ce n'était pas non plus évident de se sociabiliser avec elle, car de toute façon,
Elle était toujours dans son placard. Comme si elle n'existait pas, selon la fratrie. Et détail qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'Anna avait même fini par ne plus pleurer lorsqu'elle était battue. Comme si elle n'avait plus de larmes à verser. Et comme si la douleur ne lui faisait plus rien. Elle était vide, cet enfant. C'était un fantôme. Les voisins iront dans le sens des déclarations des enfants. Ils se souviennent par exemple que lorsque la famille était de balade, Anna marchait toujours loin derrière. Elle n'était jamais conviée à jouer avec les autres enfants et elle devait tout simplement se mettre dans un coin et attendre. Carrie faisait également partie d'un club de tricot et selon les autres membres, elle se plaignait sans arrêt d'Anna. Le fait qu'elle ait ses règles, par exemple, qu'elle n'obéisse pas au doigt et à l'œil, tout était prétexte à se plaindre d'elle, au point que les autres membres lui avaient alors suggéré de rappeler l'agence d'adoption pour qu'elle soit placée dans une autre famille. Ce à quoi Carrie a répondu, je cite, « Non, je ne lui souhaite personne ». Et c'est à ce moment que les parents auraient eu l'idée de faire changer l'âge d'Anna, dans le but de lui rajouter quelques années pour qu'il puisse se débarrasser d'elle plus tôt, dès l'âge de 18 ans. Carrie disait avoir confiance en le petit Emmanuel quant à sa capacité à être obéissant, mais pas concernant Anna. Alors c'est avant même sa mort qu'il s'était renseigné sur comment changer l'âge de l'enfant, pour qu'elle parte le plus vite possible de chez eux. Et lorsqu'une autre membre de ce club de tricot inquiète avait demandé à Carrie comment Anna allait faire pour s'en sortir seule à ses 18 ans, Carrie a répondu « Ce ne sera pas mon problème ». Puis, au moment du procès, c'est Emmanuel qui est venu témoigner à la barre. Il a expliqué que sous le stress, lui qui était propre avait commencé à faire pipi au lit les mois suivant son arrivée. Il avait été accusé de faire exprès par la famille et de ce fait, il devait aller dehors, dans le froid, se doucher à l'eau froide. Et je vous passe le reste des abus comme cette fois où pour je ne sais quel motif, Carrie l'avait frappé sur le dessus de la tête. Je sais pas quel âge il devait avoir, 7, 8 ou 9 ans. Et l'instant d'après, le coup était si violent que son visage était recouvert de sang. Et à chaque fois qu'un autre paroissien, qui était également sourd, essayait d'approcher le petit Emmanuel pour savoir comment il allait, peut-être même pour l'aider, c'est pas évident d'avoir cette condition, eh bien Larry ou Carrie n'étaient jamais loin. Alors jamais il n'a plus parlé seul à l'enfant pour s'enquérir de son bien-être. Pas une seule fois. Une psychologue spécialiste des enfants sourds a étudié le petit Emmanuel lorsque la fratrie a été retirée après le drame, et elle a expliqué que le petit Emmanuel avait peur de parler des Williams par peur d'être puni, qu'il avait pris beaucoup de retard dans son apprentissage du langage, langue des signes, et qu'il était confus émotionnellement et atteint de lourds symptômes de stress post-traumatique. Et comment ne pas parler de son apparence ? C'est comme s'il avait arrêté de grandir. Les personnes présentes au procès ont dit qu'il avait l'air d'avoir 8 ans et non 12 ans. Et il a longtemps été confus. Il a vécu dans le déni. Quand on lui demandait où était Anna alors qu'elle était décédée depuis longtemps, il disait « Je ne sais pas, elle a disparu, je pense qu'elle est peut-être morte. » Mais alors, pourquoi avoir adopté des enfants si c'est pour autant les priver d'amour et les maltraiter ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu une sorte de vague d'adoption aux États-Unis au début des années 2000, sur l'impulsion d'un religieux notoire. Nombre de familles à travers le pays s'étaient mis à adopter. Il y avait déjà eu une vague d'adoption au Liberia par le passé, dont la plupart avaient été des échecs, des enfants maltraités, privés d'amour, qui n'avaient jamais réussi à s'insérer dans les familles accueillantes. Et si tout le monde s'était mis à adopter des familles très pieuses comme ça, c'est parce que l'adoption est considérée comme une forme de sauvetage qui prouve la foi des familles vis-à-vis de Dieu. Donc nombre de parents adoptés par conviction religieuse sans véritablement adopter l'enfant pour l'aimer ou le chérir. Carrie et Larry s'étaient donc mis en relation avec l'Adoption Advocates International qui leur avait alors parlé d'un petit Éthiopien sourd, Emmanuel. Carrie avait trouvé l'idée formidable, d'autant plus qu'avant son mariage, elle avait appris la langue des signes, et donc le couple a décidé d'adopter également Anna pour ne pas séparer la fratrie. La famille a été visitée les mois qui ont suivi l'adoption. Aucune trace d'aucun abus, selon l'association. Carrie était décrite comme une mère aimante, qui lisait des histoires à ses enfants, et les enfants avaient pris du poids. Tout semblait bien se passer. Le suivi a duré 6 mois avant qu'il ne cesse. Et on pense que c'est à partir de là, quand l'association d'adoption a arrêté de les suivre, que les abus se sont intensifiés. Puis ça a été au tour des parents de témoigner à la barre. Ils se sont blâmés l'un l'autre. Larry a accusé Carrie de profiter de ses longues journées de travail
Pour aller toujours plus loin dans les abus, sans bien évidemment, dit-il, qu'il n'en sache rien, quant à Carrie, elle s'est défendue et a dit qu'elle n'était que la déléguée de son mari, et qu'elle agissait sous ses ordres. En conclusion, les experts ont indiqué que ce couple n'était absolument pas prêt à accueillir 2 enfants fragiles et polytraumatisés en plus de leurs 7 enfants, et le 29 octobre, ils ont été condamnés pour la quasi-totalité des faits qui leur ont été reprochés, tant concernant Anna que le petit Emmanuel. Larry a écopé de 28 ans de prison, quant à Carrie, elle a écopé de 37 ans de prison. L'homicide involontaire concernant Anna, c'est ça qui les a sauvés de la prison à vie, puisque l'homicide a été considéré comme involontaire. Cette affaire a remis en question les adoptions faites sur des motifs religieux. Les parents adoptifs considèrent l'enfant presque comme un ennemi à vaincre, selon les spécialistes. Si vous pouvez gagner la bataille, eh bien vous sauvez l'âme de l'enfant. Donc on adopte un enfant et on le traite comme on traite un ennemi. On a remarqué nombre de familles qui adoptaient avec un excès de zèle, sans jamais se déplacer dans le pays d'accueil. Et pour les plus rigoristes, même, ils considéraient les problèmes psychologiques de ces enfants comme des problèmes de péché. Or, ce sont des enfants qui ont connu l'abandon, leurs parents sont parfois morts sous leurs yeux, ils ont connu pour certains la guerre, alors bien sûr qu'ils ont des séquelles. Séquelles qui étaient donc de leur responsabilité et insufflées par le malin en quelque sorte selon ces familles. Un site qui répertorie les problèmes de maltraitance graves dans l'univers de la scolarité à domicile a observé que dans 43% des cas d'abus les plus graves, il s'agissait d'enfants adoptés. Le gouvernement éthiopien en 2009 avait même fini par tirer la sonnette d'alarme en déconseillant ce type d'adoption par des familles déjà nombreuses qui sont dans un élan purement et simplement religieux, et très souvent, certaines de ces familles, quand on regarde de plus près, sont elles-mêmes dysfonctionnelles. Des enfants adoptés ont témoigné dans ce sens à l'âge adulte. Ils ont remarqué que leurs camarades d'orphelinat adoptés par des familles plus réduites semblaient vivre une vraie vie de famille avec de l'amour et du soutien. Nombre d'entre eux finissaient leurs études et vivaient leurs rêves américains, contrairement à ceux qui sont presque lâchés dans la nature à la majorité sans aucune qualification. Selon eux, ces immenses fratries ont plutôt des airs d'orphelinat que de réelles familles. Et la plupart de ces enfants ne gardent même pas contact avec leur famille adoptive. Ils sont chassés au plus vite à leur majorité, comme si les familles avaient fait la leur bonne action, alors bye bye, maintenant, ça dégage. Eh ben, c'est une sacrée façon de voir les choses et d'interpréter les livres saints, quand même, que de réfléchir comme ça. Alors il y a eu des réformes, notamment chez cette association, l'Advocates. Le suivi n'est plus de 6 mois, mais il est de 1 an, et les parents doivent signer une charte visant à prévenir les abus. Et enfin, les enfants sont désormais interrogés sans les parents adoptants. Il était temps. Pareil pour l'État de Washington, qui a opéré des réformes, certes timides, mais visant à protéger plus encore les enfants adoptés. Et ultime insulte, les amis, à la mémoire d'Anna. Elle avait été enterrée sans pierre tombale. Et le centre communautaire éthiopien c'est une association, était en train de réunir des fonds pour lui installer une pierre tombale. Vu que de toute évidence, les Williams s'en moquaient. Alors forcément, ça prend du temps pour réunir cet argent, mais patatras, 2 ans plus tard, les Williams sont intervenus et se sont décidés à faire installer eux-mêmes une pierre tombale à Anna. Alors formidable, me diriez-vous. Après tout, il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs et faire amende honorable, mais en réalité, il y a une raison des plus abjectes derrière l'achat de cette pierre tombale. En effet, Larry et Carrie ont mis comme date de naissance 1994, soit 3 ans avant la date de naissance d'Anna. Donc selon cette pierre tombale, la pauvre enfant est morte à l'âge de 16 ans. Et quand on sait qu'au même moment le couple diabolique préparait leurs appels, il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre le pourquoi du comment de cette mascarade. What was your emergency? Yes, I think my daughter just killed herself. Why do you say that? She's really rebellious, and she's been outside refusing to come in, and she's been throwing herself all around, and then she collapsed. Voilà, c'était l'histoire d'Anna, maltraitée, abandonnée, torturée par les adultes, une enfant essorée par la vie, tellement essorée qu'elle n'en pleurait même plus,
Elle n'avait personne, elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de famille, juste ce petit frère à qui elle tenait comme à la prunelle de ses yeux. Elle n'espérait qu'une seule chose, un peu d'amour et d'attention. Une nouvelle chance dans la vie, un nouveau départ, mais elle aura été conduite aux États-Unis comme on conduit un criminel à l'échafaud. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et je trouve que c'est déjà bien assez comme ça. Merci de nous avoir suivis. On remercie encore notre partenaire Surfshark qui nous permet de traiter de ce genre d'affaires extrêmement difficiles que les annonceurs fuient comme la peste. N'hésitez pas à utiliser le code YouCrime, spécialement pour le Black Friday. Surfshark offrira une remise de 85% ainsi que 3 mois offerts et ce du 1er novembre 2022 jusqu'à fin décembre 2022. Quant à moi les amis, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.